l'entreprise végétale, le management à l'école du bonsaï. Comme ça. Et là, vous vous dites quel est le rapport entre le bonsaï et l'entreprise. C'est François Pinochet qui va nous expliquer tout ça. François, est-ce que tout va bien au niveau des bonsaïs? Ils sont magnifiques. Bonjour François, ravi de vous accueillir. Bonjour Stéphanie. Alors, bonjour à tous. Pour commencer, pardon pour cette question un petit peu brutale, c'est quoi le rapport entre le management et l'entreprise et l'art du bonsaï? Merci pour cette question. On va simplement vous demander de vous asseoir si vous voulez bien pour qu'on écoute tous ensemble François qui est venu nous expliquer plein de belles choses. Prenez place, asseyez-vous. Merci beaucoup. Donc, François, c'est quoi le rapport entre l'entreprise et le bonsaï? Alors, je vais profiter le temps que les gens finissent de s'installer pour dire combien je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui parce que je crois que nous avons au moins trois grands points en commun, à savoir le premier, la passion de l'aventure entrepreneuriale. Je suis moi-même entrepreneur, créateur d'entreprise, multirécidiviste. J'ai une carrière de communicant derrière moi que j'ai commencé dans les années 80 chez Publicis et dans les années 90 j'ai créé une première agence de com et au tournant des années 2000 une deuxième qui est devenue un cabinet assez référent en matière d'influence, de réputation, de phénomènes de propagation d'opinion et d'anticipation des crises. Entreprise que j'ai revendue à mes associés il y a 2 ans et qui m'a donné l'occasion d'écrire un livre sur le bonsaï. Voilà, alors pour répondre à ta question, le rapport entre le management et l'art du bonsaï, c'est clair qu'à première vue, c'est pas très évident. C'est juste que c'est tout simple, c'est que dans les deux cas, on travaille avec du vivant. Et quand on travaille avec du vivant, on n'est pas propriétaire du vivant, on ne possède pas le vivant. Et au mieux, on l'apprivoise, et comme disait le petit prince de Saint-Exupéry, quand on apprivoise, on devient responsable. Et on peut être entrepreneur, propriétaire de son entreprise, mais en aucun cas on est propriétaire des gens qui sont dedans. L'ancien régime, c'est fini. Et en plus, si il n'y avait pas les gens dans l'entreprise, on serait propriétaire de rien du tout. Donc voilà, le rapport entre les deux. L'humilité. Justement, pour commencer, François, un bonsaï, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors c'est pareil, je vais d'abord commencer par répondre à côté de la question. Je vais d'abord dire ce que ça n'est pas, parce que c'est un art très mal connu, on a beaucoup d'a priori. Après, je vous dirai ce que c'est et quel rapport on peut établir avec l'entreprise. Tout d'abord, un bonsaï n'est pas une variété particulière. Ce n'est pas une espèce d'arbre qui serait naturellement naine et avec laquelle on fait des imitations de grands arbres. Non, c'est des essences qui sont, comme toutes celles qu'on peut avoir autour de nous, communes. Et l'art du bonsaï est un ensemble de techniques culturales qui ont pour conséquence de réduire la taille des feuilles et des entrenœuds entre chaque feuille, et qui a pour effet de condenser, de densifier la ramure de l'arbre et de lui donner l'allure d'un arbre entier et plus petit que la réalité. Donc ça, c'est la première chose, ça n'est pas une variété. La deuxième chose, je voudrais lever tout de suite une ambiguïté. Je ne suis pas un tortionnaire qui torture la nature au nom de je ne sais trop quelle turpitude. On a souvent présenté les gens qui font du bonsaï, qu'on appelle des bonsaïkas. Il y a des judokas, des karatékas, des bonsaïkas. Et donc, je ne suis pas un tortionnaire parce que quand on raisonne comme ça, en fait, on se contente de faire un anthropomorphisme basique. Le végétal n'a pas de système nerveux central, n'éprouve pas de sentiment. Donc le sentiment d'une torture ou d'une souffrance, en tout cas morale, n'existe pas. On peut parler d'un arbre qui va souffrir d'une carence en éléments nutritifs ou une carence d'eau, etc. Mais il ne souffre pas proprement dit. Et donc les gens qui m'accusent d'être des tortionnaires, je leur réponds que quand ils taillent leur haie ou qu'ils tondent leur gazon, ils ne torturent pas leur jardin. Le troisième point, aussi, souvent on me dit les bonsaïkas sont des grands mégalos parce qu'ils veulent s'approprier la nature et mettre la nature à leur échelle.
Alors certes, c'est peut-être bien pour ça qu'au départ, quand j'ai été ado, j'ai commencé à m'intéresser au bonsaï parce que je voulais décorer mon train électrique. Donc j'avais besoin de m'approprier la nature. Mais je crois que depuis, l'homme a largement voulu s'approprier la nature à son échelle et que j'ai des leçons à recevoir de personnes sur cet aspect-là. Voilà, donc ça c'est ce que n'est pas un bonsaï. Maintenant on va pouvoir parler des choses sérieuses. Qu'est-ce qu'un bonsaï? Un bonsaï, il y a une définition. Alors, il ne faut pas confondre bonsaï, bonsaï et banzai. Un banzai, c'est autre chose. Souvent, on m'écrit bonsaï avec un Z. Banzai, c'est le cri que les kamikazes à la bataille de Midway criaient avant de lâcher leurs zéros sur les porte-avions américains. Ça veut dire que l'empereur vive au moins 1000 ans. Donc vous voyez que ça n'a pas de rapport, c'est un cri de guerre. Alors que bonsaï, de façon tout à fait prosaïque, ça veut dire bonsaï, arbre en pot. Donc un bonsaï est un arbre cultivé en pot qui a l'allure d'un arbre qui aurait au moins 100 ans dans la nature. Alors pourquoi 100 ans? Parce que c'est l'âge à partir duquel à peu près toutes les variétés d'arbres commencent à être adultes. Avant, ce sont des adolescents. L'échelle des arbres n'est pas l'échelle des hommes. Et juste pour vous donner un exemple, par exemple, si vous tournez la tête en face sur le château, vous voyez, vous avez des grands cèdres. Le cèdre, il fait ses plateaux, c'est comme ça qu'il est joli. Un cèdre commence à faire des plateaux à 150 ans à peu près. Avant, il a l'allure d'un sapin de Noël, et donc c'est un adolescent qui ne présente pas d'intérêt, vraiment. Et donc, pourquoi ce 100 ans? C'est parce que c'est l'âge adulte qui va exprimer la maturité, la santé, l'équilibre, une forme de vénérabilité, la pérennité et la santé. Et on retrouve des points communs avec l'entreprise. Une entreprise a certes vocation à faire son métier, mais elle a deux devoirs. Le premier devoir, les deux devoirs, c'est facturer et durer. Et facturer, c'est la santé, et durer, c'est la pérennité. Et facturer, c'est la santé qui va permettre de consolider des fonds propres, de payer les collaborateurs, et donc de durer également. Voilà ce que je peux dire pour présenter un bonsaï. François, ton livre s'intitule L'entreprise végétale. Est-ce que ça veut dire que les entreprises doivent devenir des bonsaïs? C'est un peu réducteur, non? Au propre comme au figuré. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors je me préoccupe pas trop de la taille d'une entreprise. Je connais des tas de PME qui marchent très très bien et qui sont au moins aussi valeureuses, et pas valorisées, valeureuses, que des grands groupes qui torturent leurs collaborateurs. Donc, ce n'est pas une question de taille. Et donc, si mon livre s'appelle L'entreprise végétale, ce n'est pas pour cette raison-là. Moi, je fais le constat, tout le monde peut le faire, que finalement, le vocabulaire de l'entreprise, il est très guerrier. On parle de stratégie, on a entendu parler de stratégie tout à l'heure. On parle de campagne, de cible, de conquête. On va parler de capitaine d'industrie. Tout ça, ce sont des termes guerriers. Et alors, c'est assez logique, parce que si on prend le concept de l'entreprise, il existe en gros depuis la moitié du 19e siècle. Et à cette époque-là, on sort des guerres napoléoniennes, on rentre dans les guerres de colonisation. Puis après, le 20e siècle, il fait guerre mieux. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, guerre de décolonisation, guerre froide. Et d'ailleurs, au moment de la guerre froide, c'est les 30 Glorieuses. C'est le moment où le marketing prend vraiment son essor et impose ses lettres de noblesse. Et ce n'est pas étonnant que ce soit le vocabulaire guerrier qui soit imposé dans l'entreprise. Mais quand on y regarde bien au tournant de ce 21e siècle, on voit que la sémantique de l'entreprise elle est en train de changer. On va parler de racines, d'ADN, de culture d'entreprise. On va parler, quand on parle de start-up, c'est une jeune pousse qu'on fait incuber dans une pépinière d'entreprise. On parle de mutation, on parle d'épanouissement, de croissance. Tout ça, c'est le vocabulaire biologique. Et donc moi, je suis peut-être un grand naïf, mais j'ai envie de croire que l'entreprise de demain, elle sera plus sur un mode végétal que sur ce mode guerrier, ouais, tout simplement. Donc ça n'a pas de rapport avec la taille. François, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne un arbre et finalement faire le parallèle avec le fonctionnement d'une entreprise?
Alors, on va rentrer dans quelques considérations biologiques, mais alors, tiens, juste pour poursuivre sur le vocabulaire de l'entreprise, quand on veut représenter une organisation, souvent on fait un schéma, et on fait un schéma dit en arbre. Encore du vocabulaire biologique. Alors le schéma en arbre, je vous le fais rapidement, hein. Vous avez le dirigeant, et puis hop, vous avez des branches d'activité avec des chefs de service, des ramifications, et vous avez des branches d'arbres. Sauf que pour moi, ça, c'est pas un arbre. Moi, un arbre, il n'est pas comme ça. Et en fait, un schéma, quand on commence à représenter quelque chose, c'est qu'on cherche à imposer une vérité. Et ce n'est plus notre vérité. Enfin, en tout cas, ce n'est pas plus la mienne, cette vérité, de voir le schéma en arbre de l'entreprise de cette manière-là. Moi, un arbre, il a les branches en l'air, donc je le retourne. Ben, quand vous le retournez, la fonction du dirigeant, elle n'est plus du tout la même. Alors qu'au départ, on montrait et on expliquait le schéma hiérarchique de l'entreprise, quand on le met dans l'autre sens, le chef d'entreprise, il est au service de ses équipes et de l'ensemble des collaborateurs. Donc déjà, c'est une façon de changer son regard. Et c'est ce à quoi je vous invite aujourd'hui, c'est juste d'avoir un regard différent sur l'entreprise et son organisation. Alors comment fonctionne un arbre et je vais vous montrer comment on peut faire les parallèles avec l'entreprise. Un arbre dans la nature, s'il ne subissait aucune contrainte, ce qui n'arrive jamais, développe le même volume de racines que de masse foliaire. Les Japonais, les Asiatiques, pour eux, c'est le yin et le yang. Vous savez qu'il y a tout et son contraire dans une seule chose. Vous savez, le yin et le yang, c'est ce que est représenté par ces deux croissants noirs et blancs qui se complètent, s'entrelacent. Donc c'est une façon de dire qu'il y a tout et son contraire dans les choses et que ça s'équilibre. Contrairement à notre vision occidentale où c'est le vrai, le faux, le blanc, le noir, le juste, l'injuste, enfin, tout s'oppose chez nous. C'est noir ou blanc, l'enfer, le paradis, enfin, voilà. Donc, dans un arbre, on a le yin et le yang. Je vais vous parler de photosynthèse, mais rassurez-vous, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Un arbre, il a un système racinaire où il va puiser dans le sol de l'eau, principalement, avec des éléments nutritifs, des oligo-éléments et des éléments minéraux. Et tout ça, ça va remonter par capillarité le long du tronc. Et ça va venir, donc, une sève dite brute, qui va arriver à ce qu'on va considérer comme la centrale énergétique de l'arbre, c'est-à-dire les feuilles, et c'est là où va s'opérer la fameuse photosynthèse, et où l'arbre va échanger sous l'effet de l'énergie solaire, il va rendre de l'oxygène et capter le carbone de l'air, et va redistribuer dans l'arbre une sorte de jus fait d'eau et de carbone. L'eau avec du carbone, c'est du sirop. Et d'ailleurs, ça, c'est un érable, et on connaît tous le sirop d'érable. Donc, c'est un jus sucré qui redescend le long de l'écorce et qui va venir alimenter et diffuser sa matière carbonée pour permettre aux racines de pousser. Voilà, en gros, le schéma d'un arbre. Et tous les flux de sève, ils vont passer par le tronc. Dans une entreprise, à quoi on assimile ces différents éléments? Moi, je considère que, et c'est la métaphore que je vous propose, c'est que tout ce qui est visible, la partie extérieure, exposée à la lumière, c'est la partie de l'entreprise qui est en échange avec son environnement, avec son marché. Donc, c'est les services marketing, communication, commerce. Tandis que ce qui est le back-office, les racines, c'est toutes les fonctions de production, les brevets, les stocks, on a parlé de brevets tout à l'heure, mais également les fonctions support, les RH, la finance, la compta, etc. Si on continue le parallèle de notre circuit de sève de tout à l'heure, eh bien une entreprise, elle va aller chercher dans son usine, dans ses stocks, de quoi proposer au marché ses produits, qu'elle va échanger non pas contre du gaz carbonique, mais contre de l'argent, ses savoir-faire. Elle va récupérer de l'argent, mais elle va également récupérer de l'expérience.
Et tout ça, ça va redescendre et ça va venir nourrir, enrichir, amplifier, étoffer tout le back-office. Et c'est un circuit qui se répète d'exercice en exercice pour une entreprise, de saison après saison pour un arbre. L'entreprise végétale a l'air de devenir le nouveau modèle, en tout cas de s'imposer comme un nouveau modèle. Pourquoi et comment ? Alors, je veux pas, j'ai pas la prétention d'arriver avec une théorie toute faite, avec des recettes qu'il n'y a plus qu'à appliquer. Et donc, c'est juste un terme que j'utilise comme ça. Mais c'est clair qu'on est dans des grands bouleversements aujourd'hui. On a le réchauffement climatique, on a la mondialisation, la digitalisation, sans parler du Covid plus récemment. Et tous ces grands phénomènes remettent en question un certain nombre de valeurs qu'on pensait acquises. On note aussi cette contraction du temps qui est une espèce de frénésie de l'urgence, mais également les révolutions digitales des 15 dernières années ont amené une prise de pouvoir des consommateurs, des publics, qui sont devenus des citoyens, et les nouvelles exigences qui s'expriment. Et donc on voit bien que tout ça, ça pose des questions, et la question du sens, le respect, la transparence. Il y a une aspiration à un peu changer tous les paradigmes et à plus de liberté. Et cette liberté, cette attente de liberté, on la retrouve dans l'entreprise, où on a des exigences de respect de la même manière, on veut être considéré, on veut en même temps se sentir utile à un collectif, mais continuer à avoir le sentiment qu'on progresse individuellement. Donc tout ce mouvement de libération, on le retrouve dans l'entreprise, et le paradigme fondamental du management dans l'entreprise, il est en train de changer. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur notre bon vieux contrat de travail, et il est un peu obsolète, il date justement de cette ère industrielle où on échange une rémunération contre du temps et une puissance de travail. Et on voit bien que ça ne suffit plus pour faire tourner nos entreprises. Et qu'on a besoin de compétences, d'agilité, d'inventivité, d'implication des collaborateurs. Et que le contrat de travail ne dit plus ça. Et que le vrai changement de paradigme, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise, c'est plus l'entreprise qui engage des collaborateurs, et c'est le contraire. C'est des collaborateurs, des individus qui s'engagent dans une aventure qui a du sens pour eux et qui vont choisir. Voilà, donc la question du sens, elle est centrale. Alors après, on appelle ça l'entreprise végétale, si on veut, mais voilà, c'est simplement que le modèle de l'entreprise, il est en train de changer, et on voit très bien comment M. Pézel nous racontait la vie de son entreprise tout à l'heure. C'est d'abord des hommes, et c'est de l'humain, et c'est ça qui est important. François, le dirigeant dans tout ça, c'est quoi du coup ses responsabilités et son rôle ? Alors le dirigeant a une responsabilité là-dedans. Les Chinois, ils ont un proverbe que j'adore. Ils disent le poisson pourrit toujours par la tête. Et effectivement, on se rend bien compte que les anciens modèles ne fonctionnent plus vraiment. Et puis les nouveaux équilibres ne sont pas encore installés. Et moi, j'entends très souvent parler de transformation, transformation des organisations, transformation digitale. Mais en même temps, on entend résistance au changement. On voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Et moi, j'ai envie de parler d'évolution plus que de transformation. Parce que l'évolution, elle est naturelle, elle se fait avec les gens. La transformation, elle est imposée, elle se fait contre les gens. Et je vois beaucoup d'entreprises qui nous parlent de gros programmes de transformation. J'en vois pas une qui a réussi son coup, quoi. Donc c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Et pour qu'on puisse procéder à ces évolutions, ça se fait d'abord par les dirigeants. Et il faut que les dirigeants ils changent leur regard et leur manière de voir. Et il y a un truc qui est assez fondamental. Moi, en tout cas, c'est ce que le bonsaï m'a appris. C'est le rapport au temps. Je considère que le temps, c'est le pétrole de demain. Et dans l'art du bonsaï, mais également dans l'entreprise, il y a 3 temps. Alors pas le passé, présent, futur. Il y a le temps long, le temps court, et le rythme
qui est aussi une notion du temps. Le temps court, c'est quoi? C'est la vision, c'est la raison d'être de l'entreprise, c'est la silhouette que je veux donner à mon arbre pour exprimer ce que la beauté de la nature, ce qu'elle a de plus parfait dans sa faculté d'adaptation. Donc, c'est la vision à long terme. Et la raison d'être, il faut la faire partager à ses collaborateurs, mais il faut être clair sur ce qu'on veut faire. Et un compte de résultat, ce n'est pas une raison d'être. Le temps court, c'est ce que disait M. Petzel tout à l'heure aussi, c'est tous les jours le souci du détail, l'attention aux signaux faibles, la préoccupation de la qualité. Et le troisième temps, qui est le rythme, souvent les chefs d'entreprise, c'est pour ça qu'il faut qu'ils changent leur façon de voir, c'est que le rapport au temps du chef d'entreprise n'est pas forcément celui de l'entreprise. Lui, il est dans son projet, il se projette déjà et il a tendance à penser que demain, c'est déjà aujourd'hui. Et donc, il trouve que ça ne va jamais assez vite. Il s'impatiente, il trouve que ses équipes ne sont pas assez réactives, etc. Juste qu'il a oublié que son rythme à lui, ça n'est pas le rythme de l'entreprise. Et il faut suivre ce que j'appelle le biorhythme de l'entreprise. Et le biorhythme de l'entreprise, c'est jamais que la somme des biorhythmes des individus qui les composent. Et là où on est un peu à côté de la plaque, le temps, c'est-à-dire qu'il y a un proverbe, je crois que c'est un proverbe africain qui dit que la nature a créé le temps. Et elle a créé le temps pour qu'on le prenne. Malheureusement, nous, on a inventé la montre pour mieux le perdre. Et le temps qui nous gouverne de plus en plus, c'est le temps du quartz. C'est le quartz de nos montres et le quartz de nos ordinateurs. Alors que le seul temps auquel on n'échappe pas, c'est le biorhythme, c'est le temps de la nature. C'est-à-dire, c'est les planètes qui font les saisons, c'est-à-dire quand il faut produire, quand il faut récolter, quand il faut dormir, quand il faut se lever. Et c'est ce temps-là. Et aujourd'hui, on a tendance à confondre vitesse et précipitation et confondre l'intention et la vision à long terme avec des objectifs. Et quand on manage par objectif, on voit de plus en plus à court terme et on perd de vue l'intention et la raison d'être. Je me suis un peu garé là. Non, on est bon. Non, c'était ta question? Non, on est tout bon, François. François, est-ce que tu as des exemples concrets parce que tu as eu une vie dans une entreprise, tu as mené cette vie en parallèle de ta passion, l'art du bonsaï. Est-ce qu'il y a des moments où justement cette pratique-là t'a aidé à prendre des décisions, à comprendre des choses? Est-ce que tu as des exemples concrets? Où là, tu as eu un flash, tu te dis, mais oui. Alors oui, j'en ai plein des exemples et j'en ai plein mon livre en fait, puisque c'est un témoignage d'entrepreneur. Et c'est au fur et à mesure de mon expérience d'entrepreneur que j'ai commencé à utiliser ce filtre, de regarder mon entreprise comme si je regardais mes arbres. Parce qu'en gros, j'avais ma vie d'entrepreneur et puis j'avais ma passion du bonsaï par ailleurs. Par exemple, je vais vous donner qu'un exemple. Mais une chose qui est très difficile à faire en tant que dirigeant, c'est de se séparer de ses collaborateurs. C'est difficile de dire à quelqu'un on n'a plus besoin de toi, quoi. Et alors c'est encore plus difficile quand il s'agit de se débarrasser d'un collaborateur historique. Je vous dresse un peu la scène. Vous avez un collaborateur qui vous a accompagné quasiment depuis les débuts de l'entreprise, à qui vous devez beaucoup parce que l'entreprise ne serait pas ce qu'elle est s'il n'avait pas été là. Puis malheureusement, l'entreprise, ou heureusement, l'entreprise, elle a grandi, elle a pris de la maturité, elle s'est étoffée. Puis cette personne, vous vous rendez compte qu'elle n'est plus tout à fait dans le mouvement. Elle est un peu, entre guillemets, un peu has-been. Mais vous dites, bon, vous vous interdisez de penser qu'il faudrait se séparer d'elle parce que c'est culpabilisant. Donc vous reportez la décision. Vous attendez la saison d'après. Et puis... ça devient de plus en plus évident pour vous. Et puis à un moment, vous dites, tiens, ce super projet qu'on n'a jamais eu le temps de mener à bout, je vais lui confier. Lui, il m'a aidé à développer la boîte au départ. Je vais lui donner cette mission-là. En fait, vous lui donnez un os à ronger. Parce que vous continuez à vous occuper de l'entreprise, vous vous occupez plus de lui. Donc il est tout seul dans l'entreprise pour faire ça. Et donc il n'y arrive pas, forcément. Et puis à un moment, vous dites, il faut bien que je me sépare, allez, j'y vais, je prends mon courage à deux mains, on le rencontre et puis c'est fini. Et là, c'est court, c'est violent, c'est douloureux.
Et une fois que la personne est partie, on se dit, ouais, ça va mieux, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Ben, dans un bonsaï, c'est exactement la même chose. Ça fait, cet arbre-là, il a peut-être une bonne cinquantaine d'années. Ça fait peut-être 30 ans que je travaille sur cette branche-là et qu'elle a été très importante au début de l'arbre. Et puis, à un moment, je me dis, bah, peut-être que l'arbre, si on le tournait un petit peu, qu'on le regarde plutôt comme ça serait mieux. Et cette branche, elle n'a plus tout à fait sa place. L'arbre, il s'est étoffé, il a pris de la maturité. Je me dis, il faudrait peut-être que je la coupe. Sauf que ça fait 30 ans que je travaille sur cette branche-là. Et la couper, c'est 1/10 de seconde. Puis on ne peut pas la remettre après. Hein. Donc, et c'est comme un collaborateur. Hein. Quand vous lui avez dit de partir, vous n'allez pas lui dire 5 minutes, oh non, je me suis trompé, reviens. Non, donc, il y a un moment où on dit, bah, bon, je vais attendre voir la saison prochaine. Alors, la saison prochaine, il fait une nouvelle feuille, puis le printemps est fini, puis c'est toujours pareil. Hein. Il dit, non, ça ne va pas. Bon, vous dites, bah, je vais prendre mon fil de fer, celui qui sert à torturer les bonsaïs, et puis peut-être que je vais donner une autre orientation à la branche, je vais peut-être la mettre à côté d'une jeune pousse, ils trouveront leur place, et puis ça ira mieux. On fait ça, et puis bah non, parce que le projet global de l'entreprise, c'est déjà plus ça. Donc, ça n'arrive pas. Et puis on finit par se dire, bon allez, c'est bon, je coupe. Donc on prend la pince, et là, le moment est douloureux, mais on le fait. Et dès qu'on le fait, on met la branche coupée de côté, puis on tourne un peu là, on dit « Waouh, il est vachement mieux, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? J'ai perdu peut-être 4 ou 5 ans. » Peu importe, à la limite. Mais, et puis, de quoi on s'aperçoit? C'est que non seulement il a meilleure allure, mais dans les 15 jours qui arrivent, il y a des petites feuilles qui poussent de partout. Parce que la grosse branche qu'on a coupée, elle pompait de l'énergie, et d'un seul coup, il y a une renaissance de l'ensemble. Et là, l'arbre, il vous offre plein de petites pousses sur lesquelles vous allez pouvoir travailler pour refaire un projet. Ben, dans l'entreprise, c'est un peu pareil. Une fois que votre collaborateur historique il est parti, ben, c'est marrant, mais les langues se délient. Tout le monde commence à dire « Oh, il nous cassait les couilles ». Et en fait, on se rend compte que la personne n'osait rien dire parce que, vu ses états de service, on pensait qu'il était indéboulonnable. Et là, d'un seul coup, les gens viennent se confier et on se rend compte qu'ils pompaient de l'énergie à la boîte et qu'ils l'inhibaient, en fait. Et là, vous avez des tas de gens qui viennent avec des idées, des propositions. Et là, c'est comme vos petites feuilles. Et vous avez plein de possibilités et vous pouvez reconstruire et repartir avec une relation avec votre équipe. Et là, vous dites, mais ouais, j'aurais vraiment dû le faire plus tôt. Voilà un des exemples, je pourrais vous en citer plein. Le bourgeon dormant qui un jour se réveille, on ne sait pas pourquoi, etc. Voilà, enfin, il y a des tas de parallèles qu'on peut faire. François, je me permets juste une parenthèse. On est vraiment capable de passer des dizaines d'années sur une petite branche? Ah bah, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça ne vous a pas étonné, vous? Enfin, moi, ça m'a... Alors, rapidement, mais parce qu'on s'éloigne un petit peu du sujet, oui. Mais là, vraiment, je ne peux pas te laisser partir comme ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la vision long terme, c'est-à-dire la silhouette, la vision d'ensemble, et puis ensuite le souci du moindre détail. Incroyable. Et c'est parce que les détails sont soignés que la vision globale, elle est bonne. C'est parce qu'on fait son boulot correctement tous les jours avec le maximum d'attention qu'à la sortie, on n'aura peut-être pas atteint l'objectif. Mais si l'intention est bonne, le résultat il sera bon et l'entreprise elle sera belle. Donc c'est ça qui compte. Tu leur parles? On doit te poser la question tous les jours. Oui, ça m'étonnait que tu ne me l'aies pas encore posé d'ailleurs. Non, mais j'attendais qu'on fasse un peu plus connaissance. Quand même. Tous les gens qui n'ont pas la main verte pensent qu'il faut parler aux plantes pour les faire pousser. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression, avec ce que je vous ai raconté depuis tout à l'heure, que je suis quelqu'un à peu près rationnel. Donc non, je ne parle pas aux plantes, je ne suis pas débile, je ne leur parle pas. En revanche, je les écoute. Je vais dire, il est aussi débile que... à quoi ça correspond en fait? Alors non, je vais vous faire le parallèle avec l'entreprise justement. Moi, pendant longtemps, j'ai été un manager un peu boy scout. C'est-à-dire que quand j'étais militaire, j'étais chef de groupe de combat dans l'infanterie. Donc c'est le sergent, c'est le premier qui sort de la tranchée pour aller se faire zigouiller. Donc j'étais un peu, venez tous avec moi. Donc je manageais sur l'exemplarité, sur l'énergie, l'enthousiasme, et puis le partage quand même des visions. Et donc j'avais pris l'habitude, dès qu'il y avait un pot, une petite occasion, une réunion de l'entreprise, d'haranguer un peu mes troupes et de faire passer la vision globale, où en était l'entreprise, etc.
Puis je me suis rendu compte avec le temps que dès que je commençais à prendre la parole, il y avait les petits sourires en coin. Je voyais bien que les gens disaient ouais, on va avoir droit au discours de François, que ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. Ce qui les préoccupait, c'était plus quand est-ce qu'on allait ouvrir le bar, quoi. Et donc j'ai arrêté de parler à mes équipes. Par contre, il y a un truc que je fais et que j'ai toujours fait. Tous les matins, une fois que tout le monde est arrivé, eh ben, je fais la tournée des équipes. Et je vais dire bonjour à chaque personne. Alors, c'est pas de la démagogie, c'est quand tous les jours, vous allez voir les gens, et puis on les regarde en droit dans les yeux. On dit « Bonjour, tu vas toi aujourd'hui ?» Eh ben, vous voyez tout de suite si quelqu'un va ou va pas. Et s'il ne va pas, soit c'est une question personnelle, et à ce moment-là, s'il a envie d'en parler, on peut toujours en parler. Et si c'est un problème de travail, en 2-3 questions, on a fait son petit diagnostic. Et on dit, bon, ouais, c'est important, écoute, on se voit après, tout à l'heure, et on va régler le problème. Et ça, c'est ce que, dans les arbres, c'est l'écoute, ça. C'est-à-dire que moi, tous les jours, mes bonsaïs, je vais les voir, parce que déjà, il faut que je les arrose. À cette époque-là, on les arrose tous les jours. Donc, quand je viens pour les arroser, je les regarde. Alors, pas droit dans les yeux, mais je les regarde et je vois tout de suite le moindre petit changement dans leur attitude. Tel arbre n'a pas complètement réessuyé sa terre. Tiens, il boit moins. Il a peut-être un problème. Celui-là, il a les feuilles qui font un peu comme ça. Tiens, il y en a un, il a trois feuilles qui ont été mangées par une chenille. Ah, il y a peut-être une attaque. Donc, je vais pouvoir traiter le problème. Et du coup, je vais être plutôt dans du préventif que dans du curatif. Et quand on fait ça avec ces arbres, comme on le fait dans l'entreprise, on évite que des signaux faibles deviennent des symptômes d'un vrai malaise. Parce que dans l'entreprise, quand quelqu'un n'est pas bien, les gens, ils n'arrêtent pas, ils posent pas le stylo et puis ils n'arrêtent pas de bosser. Ils aiment leur boîte, ils aiment leur boulot, ils font les efforts et puis ils s'adaptent. Comme la nature, ils s'adaptent. Sauf qu'il y a un moment, ils sont trop dans la souffrance. Et que si on n'est pas attentif à cette phase de difficulté, on n'avance pas. Donc voilà, quand je dis que j'écoute mes arbres, là aussi il y a un parallèle à faire dans la vie de l'entreprise. Et j'irai même plus loin. Si vous allez voir vos équipes ou votre arbre tous les 15 jours, s'il y a eu une attaque de ravageurs, je ne sais pas, par exemple, on prend un buis, là, on a un buis, je ne sais pas si vous connaissez la pyrale du buis qui détruit tous les parcs en France depuis quelques années, une chenille de pyrale, elle vous bouffe un arbre comme ça en une demi-journée. Donc si vous n'arrivez pas à temps, l'arbre il est défiguré, alors il ne sera peut-être pas mort, mais vous avez pour 10 ans de travail à refaire quelque chose de joli. Donc vous êtes obligé d'être attentif. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Si vous arrivez trop tard, il va y avoir de la casse derrière. Et peut-être de la casse sociale. Donc, et haranguer les troupes, comme je l'ai eu fait à une époque, c'est-à-dire parler à ces arbres, c'est comme mettre de l'engrais sur un arbre malade. Si l'entreprise va pas bien, vous pouvez les haranguer, ils attendent le bar, et puis c'est tout. Mais s'il y a du mal-être dans l'entreprise, vous rajoutez du stress au mal-être. Et vous soignez rien du tout. Au contraire, vous empirez les choses. C'est comme mettre de l'engrais sur un arbre malade. François, en conclusion, quels enseignements de la nature tu gardes et tu conseilles de garder pour justement la conduite d'une entreprise ? Faut que je fasse un résumé là. Moi, il y a 3 choses qui me paraissent importantes. La première, c'est la confiance. La confiance et puis la confiance, c'est un truc dont on parle tout le temps dans les entreprises et j'aime pas quand on dit que la confiance ça se mérite, qu'il n'y a pas de confiance sans contrôle, comme si ça se gagnait. Non, la confiance c'est un cadeau, ça se donne. Et là aussi c'est la responsabilité du dirigeant, c'est par lui que ça commence. Et c'est un cadeau qu'on donne. Et comme à toutes les gens, quand on fait un cadeau, il y a des gens qui se sentent redevables, et qui vont vous faire aussi des cadeaux que vous n'avez pas forcément prévus ou qui vont vous rendre au centuple, on dit. Puis il y a des gens qui sont moins expansifs, qui vont garder le cadeau pour eux, puis qui font leur job. Puis il y en a qui vont au contraire prendre le truc pour eux et puis de façon très égoïste. Donc il faut accepter ça. Mais si vous ne donnez pas la confiance, vous amorcez pas un cercle vertueux. Et il faut donner la confiance.
c'est-à-dire dans l'entreprise, donner l'impulsion, donner la forme de structure au départ de l'arbre, et après, faire confiance à la structure pour trouver ses équilibres et aller dans le sens, si on a bien partagé la vision globale, la vision long terme, ben normalement, ça doit se faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout ça est un peu lié quand même, mais c'est le respect et l'esprit de tolérance. Comme je le disais en préambule, on n'impose pas sa volonté à la nature, on n'est pas propriétaire de la nature, et les logiques descendantes aujourd'hui, elles ne fonctionnent plus. Donc il faut avoir ce respect des équipes et de faire avec les qualités et les défauts de chacun, et de se dire que si on a bien partagé la vision globale et qu'on a bien choisi les collaborateurs avec qui on travaille, c'est-à-dire des gens qui partagent la même chose. Parce que vous avez des fois des gens dans votre entreprise, ils ne partagent pas la vision globale. Ils ont une vision qui est complètement différente de la vôtre, par culture, par principe, etc. Ceux-là, ce sont ceux qui empêchent l'entreprise de tourner en rond. Et il faut avoir le courage de se séparer d'eux, ou en tout cas de se rendre vite compte quand on a fait l'erreur de recrutement, parce que le recrutement c'est encore autre chose, de s'en séparer avant qu'il soit trop tard. Donc l'idée c'est de faire confiance aux gens et de faire avec leurs qualités, leurs défauts, comme avec un arbre qui peut avoir des qualités et des défauts. Et alors le troisième point, c'est l'attention aux signaux faibles. M. Pelzel en parlait tout à l'heure. Ça détermine la qualité. Et les signaux faibles, c'est en termes de management, c'est être attentif au bien-être de chacun, que chaque petite feuille soit bien épanouie. Et quitte à passer 10 ans dessus. Ça vaut la peine. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup pour cette ouverture d'esprit, ce voyage dans l'univers. Je peux répondre à quelques questions. Oui, on a quelques minutes. Allez, on prend quelques petites minutes. Est-ce que vous avez des questions? La première, c'est toujours la plus difficile. Non? François, je crois que... Alors moi, je veux peut-être rajouter quelque chose. Est-ce que vous le voyez bien, cet arbre-là, Vous pouvez vous déplacer, bon. Venez, approchez-vous si vous voulez. J'ai expliqué tout à l'heure que vous aviez la partie aérienne de l'arbre, donc c'est plutôt les parties de l'entreprise qui sont en contact avec le monde extérieur, et puis la partie des fonctions support et de production qui sont dans le pot. Et puis il y a une chose qui est très importante dans l'art du bonsaï, c'est cette partie, la base du tronc, où les racines rentrent dans la terre. On appelle ça le nébari. Et je me suis souvent posé la question, mais dans ta métaphore, à quoi correspond le nébari? Dans l'art du bonsaï, il n'y a qu'une seule chose qui est importante, c'est le nébari. Parce que c'est là-dessus que le regard se concentre, se focalise, et c'est ce qui donne l'air majestueux, vénérable à l'arbre. Donc si vous n'avez pas un beau nébari, imaginez un arbre sans racines qui est tout droit. C'est un poteau électrique, hein, et il n'exprime pas du tout cette sagesse, cette vénérabilité. Tout le reste, vous pouvez tout couper, ça repoussera et vous pouvez le reconstruire. Par contre, si vous n'avez pas le nébari au départ, et quand vous choisissez de faire un bonsaï à partir d'un plan de pépinière basique que vous allez acheter dans une pépinière, ce que vous regardez, c'est est-ce qu'il y a un beau nébari? Parce que sinon, vous n'aurez jamais un bon bonsaï. Alors, à quoi ça correspond dans l'entreprise? On a vu tout à l'heure que c'est l'endroit où passent tous les flux de sève et donc les savoir-faire dans un sens. Donc, ce qu'on propose au marché et l'expérience qu'on récupère de l'autre côté. Et c'est pour ça que, petit à petit, le tronc et cette base grossit. Ce qui fait que, pour moi, cette partie-là qui est essentielle dans l'art du bonsaï et donc qui est essentielle dans l'entreprise, c'est la capitalisation de l'expérience. C'est-à-dire que quand je vais aller dans la pépinière d'entreprise, me dire tiens, je voudrais investir dans une start-up, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder celle qui a le plus beau nébari, c'est-à-dire la plus belle capacité à capitaliser son expérience, à tirer les fruits de son expérience. Et quand je vais regarder des jeunes start-upers, c'est ça que je vais regarder. C'est leur faculté à se remettre en question, à faire des pivots très très vite. On sait que les start-up elles font des pivots tous les 6 mois, même des fois plus.
D'ailleurs, il existe aussi des racines pivots dans un arbre. Donc la notion de pivot, elle est importante aussi. Voilà, donc je voulais compléter ça puisque j'ai un petit peu de temps, parce que c'est quelque chose qui est assez essentiel. Merci beaucoup François. Restez avec Merci. nous. Alors, je vous rappelle que François sera ici une bonne partie de la journée, que son livre est en vente. Il sera un plaisir de vous le dédicacer. Ah oui. Oui. Voilà, l'entreprise végétale. Merci beaucoup François.